Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 7 octobre 2014. Il est 14 h à la basilique Notre-Dame de Guadeloupe à Mexico, Mexique. 18 h à Praia au Cap-Vert, 22 h à Baraoué en Somalie et 20 h à Libreville, la capitale gabonaise, d'où vous est présentée cette édition du journal télévisé du soir sur votre nouvelle chaîne généraliste panafricaine, Canal 7. Au sommaire de cette édition, 3 titres principaux. Le président français François Hollande a reçu Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, au menu des discussions, les relations économiques et militaires entre la France et l'Afrique. Le Zuma a nommé le nouveau président de la Banque centrale sud-africaine. Legacha Kanyongo va succéder le 9 novembre prochain à Mme Gilles Marcus, qui avait permis de hisser le rang au niveau des plus grandes monnaies dans le monde. La tropicale, la Missa Bongo, sera son 10e round en 2015. Les préparatifs ont commencé à Libreville où le comité d'organisation a rencontré la presse, quelques jours seulement après l'annulation du Tour de Faso à cause de l'épidémie Ebola. À présent, le développement des titres de cette édition. La France et l'Afrique se rencontrent à Paris, à marge du 14e Forum économique international sur l'Afrique, ouvert lundi matin au siège de l'OCDE à Paris. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a rendu visite au chef de l'exécutif français François Hollande. Occasion pour eux de revenir sur la situation en Libye, en Centrafrique, au Mali et sur la conférence sur le climat, compte rendu d'Abdelaziz Maïga. Les questions d'actualité étaient au centre de l'entretien entre la présidente de l'Union africaine, reçue lundi en fin d'après-midi à l'Élysée, et François Hollande. Plusieurs points ont été abordés, notamment celle de la question sécuritaire en Centrafrique, caractérisée par le retrait des missions de l'Union africaine et de la France au profit de celle des Nations unies. Autre point à l'ordre du jour, celle de l'insécurité au nord du Mali. Le désengagement a déjà commencé puisqu'il y a déjà une unité qui était en République centrafricaine qui maintenant s'est transportée vers le Tchad. Sur le Mali, la situation s'est considérablement améliorée, mais nous avons encore au nord du Mali de l'insécurité, des foyers djihadistes, et nous attachons beaucoup de prix à la négociation qui est en cours à Alger pour qu'une solution politique soit trouvée. La présidente de la Commission de l'Union africaine a clairement exprimé au cours de cet entretien que la date préalablement fixée pour les élections crédibles et transparentes en Centrafrique pour le mois de février 2015 était trop proche. Il est clair que la date qui avait été fixée février prochain est trop proche. Nous devons l'annuler, mais pas seulement l'annuler, comme le président Hollande le disait, et je suis d'accord, mais fixer une nouvelle date afin que chacun ait à l'esprit les élections et leur préparation. Les autres sujets importants ayant été abordés par les deux personnalités sont la situation politico-économique déliquescente en Libye et celle du réchauffement climatique. Cette troisième visite de la présidente de la Commission de l'Union africaine à Paris vient une fois de plus renforcer les liens de coopération entre l'institution panafricaine et la France. C'est à titre personnel et non en qualité de chef d'État que le président Kenyatta Uhuru a accepté de répondre présent à la convocation de la Cour pénale internationale ce mercredi. Accusé de crimes contre l'humanité, il a décidé lundi de transmettre ses fonctions présidentielles à son vice-président. Il espère ainsi protéger la souveraineté de la République kenyane. Le rappel des faits avec Marina Mendeman. Meurtre, viol, persécution et transfert forcé de population sont les charges retenues contre le président kenyan Uhuru Kenyatta. Interpellé ce mercredi par la Cour pénale internationale, le chef de l'État kenyan a pris la décision lundi dernier devant l'Assemblée nationale de son pays de répondre présent à cette convocation. Il est donc revenu sur le fait qu'il se présenterait à titre personnel et non en qualité de président de la République kenyane. Mais durant le temps qu'il mettra à la haie, c'est son vice-président qui prendra les rênes du pays. Pour protéger la souveraineté de la République du Kenya, je prends aujourd'hui une mesure extraordinaire et sans précédent en application de l'article 1473 de la Constitution. Pendant que je parais à La Haye, aux Pays-Bas, le vice-président William Ruto agira en tant que président. C'est une première pour un chef d'État africain de se présenter devant la Cour pénale internationale durant son mandat.
Lors de son discours, Uhuru Kenyatta a précisé que c'est dans le but de protéger la souveraineté de la République kenyane. Les accusations sans fondement et sans preuve sont toujours à l'ordre du jour. Mes accusateurs, à la fois mes compatriotes et étrangers, ont dépeint une image infâme de la plupart des leaders africains, les décrivant comme l'incarnation de la corruption et de l'impunité. Le Kenya continuera de se battre pour cette cause commune qui est à la fois une chance que nous devons saisir en tant que nation et notre obligation. Pour rappel, les violences perpétrées lors de la période post-électorale fin 2007, début 2008 ont fait 1 millier de morts et plus de 600 000 déplacés. Uhuru Kenyatta, président du Kenya, n'a comparu qu'une fois devant la CPI avant son élection à la magistrature suprême en mars 2013. Son procès a été reporté à plusieurs reprises, faute de la rétractation de plusieurs témoins importants. Le parquet de Paris a ouvert dans la matinée ce lundi une procédure judiciaire visant Nicolas Sarkozy au sujet du financement par l'UMP des pénalités infligées à l'ancien président de la République. Après l'invalidation de ses comptes de campagne lors de la présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy a plusieurs fois été cité par la justice française depuis qu'il a quitté l'Élysée en 2012, mais s'exprime avec beaucoup d'humour à propos de ces allégations. Oui, la bagarre aux commentaires. Le tribunal de Paris a annoncé ce lundi que des magistrats vont mener des investigations concernant une nouvelle fois le financement de la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy. 400 000 €, c'est la somme que la justice de l'Hexagone soupçonne l'UMP d'avoir dépensé après le rejet des comptes de l'ancien chef de l'État il y a 2 ans pour dépassement du plafond autorisé. Dirigeant une réunion publique de l'UMP dans les Yvelines, le candidat à la présidence du parti de droite a avancé lundi soir que la somme des procédures dont il a fait l'objet depuis 2012 ont accru sa motivation pour revenir en politique. Je continuerai à répondre à tout. Mais ça a beaucoup renforcé ma détermination. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas le mensonge. En clair, la justice française reproche à Nicolas Sarkozy de ne pas s'être rendu lui-même au Trésor pour le paiement des pénalités. L'intéressé s'en est offusqué au cours de la rencontre avec ses partisans, jugeant qu'en qualité d'ancien chef de l'État, il ne souhaite pas être au-dessus de la loi, mais non plus en dessous. L'homme qui a dit avoir consacré 35 ans de sa vie à la politique a toutefois dédramatisé la situation avec une pincée d'humour. Je suis très heureux de donner du travail à tant de gens. Mais par moments, je me dis, dans le fond, la sécurité en France, ça va très bien. Hein, parce que si on a vraiment que moi, comme délinquant... Brice Hortefeux, député européen UMP, a déclaré sur LCI et Radio Classique, en parlant de Nicolas Sarkozy, qu'aucun homme n'aura été autant analysé et finalement autant transparent. En Somalie, les Chebabs ont quitté précipitamment Baraoui, la ville qui a symbolisé pendant plus de 20 ans la rébellion armée. Les forces armées de l'Union africaine et de Somalie ont pris possession des lieux. Les populations saluent cette libération, mais le chemin pour la libération de tout le pays est encore long. Samperounba est à la manœuvre. Les Chebabs ont donc quitté Baraoui, la ville côtière considérée comme la capitale de ce groupe islamiste rebelle, proche d'Al-Qaïda et désormais occupée par les forces de l'armée nationale et de l'Union africaine. Des tanks et des véhicules blindés ont traversé la ville de bout en bout dès lundi, tandis que des soldats fouillaient les maisons à la recherche des armes. C'est la première fois depuis 1991 et la chute de Siad Barré que l'autorité centrale somalienne a la même mise sur cette ville qui a été pendant 2 décennies le symbole de l'anarchie et du terrorisme somalien. Barav était devenu un abattoir humain. C'était un centre pour Al-Qaïda et pour des combattants étrangers qui sont venus d'Asie et d'autres pays africains. C'est pour cela que nous félicitons l'AMISOM. C'est une renaissance. Une renaissance pour les populations de l'autorité centrale, mais c'est un coup dur pour les Chebabs qui perdent le port d'où ils exportaient du charbon de bois qui leur procurait l'essentiel de leurs revenus. Après la mort de son chef en début septembre, le groupe a subitement faibli. Il n'a donc pas résisté à la marche triomphale de l'AMISOM et de l'armée somalienne. Ce matin, à 5 h du matin, nous avons avancé et cela nous a pris à peine 30 minutes ou 45 minutes d'atteindre Barav. Maintenant, nous sommes à Barav. Nous avons pris contrôle de Barav. C'est ici que les Chebabs conduisaient leur exécution. L'exécution de personnes dont ils estimaient qu'ils allaient à l'encontre de la charia. C'est ici que nous avons décidé de dire aux habitants de Barav qu'il n'y a plus de Chebabs et que nous sommes en train de prendre le contrôle, que le gouvernement de Somalie prend le contrôle, que l'armée nationale somalienne prend le contrôle.
C'est dans le cadre de l'opération Océan Indien lancée en août dernier que les deux forces alliées ont conquis Baraoué et d'autres localités avant. Les zones rurales et les axes routiers reliant les principales localités sont toujours aux mains des rebelles, une menace sérieuse selon les experts. En Afrique du Sud, l'actualité économique est marquée par la nomination de nouveaux directeurs de la Banque centrale. Jacob Zuma, le président sud-africain, a désigné Lesita Kanyongo pour remplacer Jill Marcus, une dame de 65 ans, qui aura réussi l'espoir d'imposer Laurent sur la scène internationale. Un nouvel élément de Samporunba. J'ai le plaisir de nommer M. Lesedja Kanyongo comme gouverneur de la Banque centrale d'Afrique du Sud, avec effet au 9 novembre 2014. C'est Lesedja Kanyongo qui dirigera la Banque centrale sud-africaine à partir du 9 novembre prochain. La décision a été rendue publique par le président Jacob Zuma, qui avait à choisir entre les deux adjoints de Gilles Marcus, appelé à quitter ce poste stratégique dans un mois. Le promu, à 48 ans, il a été directeur général du Trésor avant d'entrer à la Banque centrale en 2011. Il s'est engagé à ne pas décevoir et à soutenir le gouvernement. Je ne vais pas décevoir. Être là, voir cela avant, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a une tâche difficile que le gouvernement doit gérer d'un point de vue financier et économique, je suis appelé à venir. Je n'ai rien à réinventer, j'ai uniquement à poursuivre ce qu'elle a laissé. Lesedja Kanyongo a rappelé la mission de la Banque centrale selon la loi fondamentale. Il a surtout salué son prédécesseur, Gilles Marcus, une dame de 65 ans qui a le mérite d'avoir redonné au RAND un poids dans les échanges économiques internationaux. Elle nous a guidés à travers la forêt dangereuse qu'est l'économie mondiale. Elle sait où nous devons nous ressourcer. Les éléphants n'oublient pas, nous allons trouver ces ressources parce qu'elle nous a guidés à travers la forêt. L'économie sud-africaine fait face à une inflation de l'ordre de 3 à 6%. La croissance, quant à elle, ne devrait pas dépasser 1,5%. Lesedja Kanyongo devient le principal allié du gouvernement fédéral dans le choix des orientations économiques du pays. Au Mali, on parle d'économie, notamment d'agroécologie. Nos confrères de l'agence France Presse ont suivi Oumar Diabaté, un ingénieur agronome vétérinaire qui a installé sa ferme à une trentaine de kilomètres de Bamako. Il pratique depuis 10 ans l'agroécologie, avec des résultats quelquefois surprenants dans ce pays semi-désertique. Reportage. Dans sa ferme située à une trentaine de kilomètres de Bamako, Oumar Diabaté, agronome et vétérinaire de formation, pratique depuis une dizaine d'années l'agroécologie. Un concept basé sur le respect des écosystèmes qui permet d'obtenir des rendements élevés malgré l'aridité des sols du Sahel. Donc, au fur et à mesure que tu bines, au fur et à mesure que tu enlèves les herbes. Au début, ce n'était pas facile de montrer ça aux agriculteurs parce qu'ils pensaient que j'avais autre chose, une autre notion que j'utilisais, une notion sûrement maraboutique que j'utilisais parce que le sol que j'avais acheté ici, c'est un sol qui était très pauvre, l'herbe ne poussait même pas. Dans le jardin d'Oumar, aucun produit chimique n'est utilisé. Compost et fumier font office d'engrais naturels et pour maintenir la fertilité du sol, Oumar pratique la rotation des cultures. En guise d'insecticide, il associe à ses pieds de tomates une plante soigneuse. La tagette, non seulement il fait attirer les insectes sur les fleurs, et les insectes ravageurs et autres, donc ça permet à la tomate de pousser très tranquillement. Et en même temps, la tagette produit jette des dégâts de substances nématocides dans le sol, donc il nous permet de lutter contre les nématodes qui parasitent la tomate à partir de la racine. La mixité culture-élevage permet de recycler les déchets animaux comme fertilisants et d'utiliser les mauvaises herbes et autres résidus végétaux pour nourrir les bêtes. La production d'Oumar est récoltée 2 fois par semaine et livrée directement à ses clients réguliers. Et chez les Diabaté, on travaille en famille puisque c'est Fatoumata, la femme d'Oumar, qui est chargée de préparer les paniers qui seront acheminés aux 4 coins de Bamako. En Palestine, suivons la belle histoire de 3 lions. Des vétérinaires autrichiens ont transféré ces félins de Gaza via Israël vers la Jordanie pour qu'ils y soient soignés après que leurs os aient été détruits lors de la guerre de l'été dernier dans l'enclave palestinienne. Reportage de nos confrères de l'agence France Presse. La bande de Gaza a perdu ses lions. L'un d'entre eux est mort cet été, tué par une frappe israélienne. Les derniers ont été transférés en Jordanie. Amir Khalil dirige un groupe de vétérinaires venus aider pour le transfert de ces lions, traumatisés par 50 jours de guerre.
Nous avons déjà opéré plusieurs animaux. Nous avons extrait des éclats d'obus des corps de certains et nous avons donné des traitements et des antibiotiques à d'autres. Lors des bombardements, les animaux ont été privés d'eau et de nourriture pendant plusieurs jours. Endormis, Saber et Sabrine, le dernier couple de félins, ont quitté les ruines du zoo Al-Bissan. Déboussolés par le bruit des frappes aériennes, les lions étaient devenus agressifs et dangereux, alors que de nombreux enclos ont été fragilisés par les bombardements. Ils ont traversé Israël, direction Amman, où ils ont été accueillis dans un foyer pour animaux à 45 km de la capitale jordanienne. Les lions surtout étaient en très mauvais état et avaient besoin d'un traitement urgent. C'est la raison pour laquelle les vétérinaires de l'association For Paws sont venus ici au zoo Bissan. Plus de 80 animaux sont morts au zoo Al-Bissan pendant la guerre. À Amman, les lions ont retrouvé des cages aménagées et un traitement adéquat. Ces lions n'ont jamais touché d'herbe. Ici, si le lion a un beau soleil, s'il peut marcher sur un sol normal, s'il a une nourriture correcte et des soins adaptés, je pense qu'il se sentira mieux. Avant la guerre, le zoo Al-Bissan était l'un des seuls espaces de divertissement pour les Gazaouis et rien ne garantit que de futurs lions reviendront peupler les cages de Gaza. Le prix Nobel de physique 2014 a été attribué mardi à 3 savants. Ils ont inventé la diode électroluminescente. C'est une ampoule LED. Il s'agit de 2 Japonais et 1 Américain d'origine nippone. Ils ont remporté le prix pour avoir inventé une nouvelle source de lumière efficace d'un point de vue énergétique et bonne pour l'environnement, a indiqué le jury dans un communiqué. Cette technologie est aujourd'hui omniprésente dans notre quotidien. Par exemple, elle est essentielle dans les téléphones portables, pour lesquels l'éclairage de l'écran est une contrainte énergétique forte. Leur découverte, dans un domaine où ils étaient concurrencés par de nombreux autres chercheurs et de grandes entreprises, est venue de leur recours au nitrure de gallium sur lequel ils étaient seuls à parier. Ils se partagent la rondelette SO de 8 millions de couronnes, c'est-à-dire environ 883 000 €. Demain, la semaine des Nobel se poursuit avec le prix de chimie. La page santé de ce journal avec la Côte d'Ivoire. L'hôpital de la commune de Marcory vient de bénéficier d'un important don de matériel médical. C'est une opération humanitaire de la Fondation Houphouët-Boigny pour la paix. Mathias Zakam, notre confrère d'Afrique Actualité, s'en fait l'écho. L'hôpital général de la commune de Marcory vient de bénéficier d'un important lot de matériel médical et de médicaments de première nécessité des mains de Mariam Fetegué Koulibaly, responsable de la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette remise a eu lieu en présence du directeur de cet hôpital et du personnel de cette formation sanitaire. Avec son geste, beaucoup de personnes ou beaucoup d'autorités suivront afin que la population qui est démunie vraiment se sente auprès de ces autorités. Et sinon, au plan de l'hôpital général, nous pensons qu'avec l'aide de tout, surtout du gouvernement, nous avançons tout doucement et je pense que nous irons au top niveau dans les quelques années qui suivent. L'action de ce matin a pour objectif de contribuer à l'équipement de cet hôpital en cette période de vache maigre. Outre la remise de ces dons, Mariam Fetegué Koulibaly et son équipe ont rendu une visite de réconfort aux nouvelles mamans et leur a remis des kits d'accouchement et de l'argent en espèces. La délégation a ensuite eu droit à une visite guidée dans les différents services de l'hôpital. Ce geste a été fort apprécié par les patients et le personnel médical en cette saison pluvieuse. Vous savez, après la crise post-électorale, il y a des stigmates qui sont là et il était de notre devoir de faire ce geste pour la population de Marcory. C'est le moment de signaler que la donatrice n'est pas à son premier geste à l'endroit des services parapublics de la commune de Marcory. Pour elle, Marcory doit renaître des cendres après cette grave crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Comme nous le verrons tout à l'heure avec notre invité, notre rédacteur en chef, Carnot Atomobengue, l'interdiction de fermer les frontières entre les pays africains a constitué un des pans de la réunion de l'Organisation de coopération et développement économique, tenue à Paris ce lundi. La présidente de l'Union africaine, Dlamini Zuma, estime que la fermeture des frontières n'est pas une solution pour lutter contre l'épidémie Ebola. Le récit de Larissa Alfal Traoré.
Au cours de la réunion de l'Organisation de coopération et de développement économique qui a eu lieu à Paris ce lundi, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, est revenue sur la levée de la restriction des voyages entre pays. Selon elle, la fermeture de frontières n'est pas une solution pour lutter contre l'épidémie Ebola sur le continent africain. Si vous fermez les frontières, les gens trouveront le moyen de rentrer quand même. Et dans ce cas, ils ne vont pas déclarer qu'ils sont là. Vous ne pourrez pas les suivre ou leur donner le traitement dont ils auraient besoin et vous ne pourrez peut-être pas protéger vos propres citoyens alors que vous pensez les protéger. Pour la présidente de l'institution panafricaine, l'ouverture des frontières facilitera des déplacements entre pays tout en permettant de faire du commerce et de favoriser les activités économiques. En outre, si les restrictions des voyages sont levées, cela va favoriser l'identification des voyageurs, mais aussi de les examiner et de leur administrer des traitements adéquats, ce qui éviterait également des entrées clandestines au sein des États. C'est mieux de laisser les gens entrer, de les contrôler quand ils arrivent. Vous savez où ils sont et vous pouvez leur dire, s'ils se sentent malades, ils doivent venir et vous pouvez les suivre. Mais si vous leur interdisez de venir, ils viendront autrement et ce n'est pas bien. La présidente de l'Union africaine appelle donc à la levée de la fermeture des frontières vers les pays touchés par le virus Ebola. Cette recommandation est d'autant plus nécessaire pour des États tels que le Libéria, où la maladie connaît une croissance exponentielle, ce qui pourrait provoquer des crises alimentaires incontrôlables. Cependant, l'inquiétude demeure au niveau du suivi de cette recommandation par tous les États du continent africain. Au plan humanitaire en France, la Fondation World for Child organise le 15 octobre prochain un concert caritatif pour récolter des fonds en fait d'atteindre l'objectif des 208 puits qui permettront à la population de ne plus parcourir des dizaines de kilomètres. Olandiakou, au commentaire. World for Child est une association humanitaire à but non lucratif, créée en 2010, ayant pour vocation de mener à bien des actions humanitaires, de bienfaisance et de solidarité en faveur des populations tchadiennes. Elle prête une fois encore son oreille aux cris de détresse de la population de ce pays. Depuis 2012, cette association fondée par son président Guy Boïpa organise des concerts caritatifs en France pour récolter des fonds afin d'offrir des puits d'eau à une population qui est souvent obligée de parcourir de longues distances pour se procurer le précieux liquide. Beaucoup d'artistes de la diaspora sacrifient au rituel des récoltes de fonds. Ils prêtent leur voix en chantant sur des scènes multiples. Il reste que les ventes des tickets seront destinées à atteindre l'objectif des 208 puits destinés à la population tchadienne. Une raison supplémentaire est suffisante pour motiver des personnes sensibles. C'est une situation assez mixte. N'Djamena, les gens ont l'air de bien vivre. Après, dans les villages, c'est un autre mode de vie. En arrivant dans certains villages, on a croisé des femmes qui revenaient de la source d'eau. Elles font cet aller-retour 4 à 5 fois par jour. Les villages sont assez isolés. Il y a même des villages où il y a 3 maisons. Voilà, c'est vraiment une vie... Ils sont heureux parce qu'ils nous ont dit on a besoin de rien d'autre que d'eau. Donc après, c'est juste qu'ils se sont adaptés à ce mode de vie. Il y a le mode de vie urbain et il y a celui rural. Et entre les deux, en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien. Le 15 octobre prochain, au Bataclan de Paris, ce sera donc plus de 16 artistes musiciens, DJ, africains et afro-antillais qui monteront sur les planches pour contribuer à la matérialisation de ces projets de puits d'eau afin de permettre aux femmes et aux enfants surtout de ne plus s'échiner à parcourir de longs trajets. Au Bataclan de Paris, dès 19h, retrouvez Mehdi Custo. Mika, Mokobe, Tinali, Lorenz, Lila, Bana C4, Tiwoni, Jessie Matador, Layana et bien d'autres avec tous vos tubes en live. Le concert World for Child le 15 octobre sur scène au Bataclan de Paris. Le continent africain compte à ce jour environ 310 millions de personnes n'ayant pas accès à une eau potable. Une proportion encore plus élevée ne bénéficie pas d'installations sanitaires adéquates. L'association World for Child conduit et développe des projets dans différents domaines visant à améliorer la qualité de vie des Tchadiens. Dans l'Hexagone toujours, Euro Disney. L'exploitant du Disneyland Paris a annoncé un projet de récapitalisation d'1 milliard d'euros soutenu et garanti par sa maison mère américaine. Ce Walt Disney Company, cette décision a de nombreuses origines, dont la plus importante est la perte par Disneyland Paris de près d'1 million de visiteurs sur son exercice 2013-2014. Euro Disney, la maison mère très endettée, a donc encore besoin de nouvelles restructurations financières. Compte rendu de Dina Kousso.
1994, 2004 et aujourd'hui 2014, l'Euro Disney fait l'objet d'une troisième et importante restructuration financière décennale avec l'annonce ce lundi, entre autres, d'un projet de récapitalisation pour 1 milliard d'euros environ. Le groupe souffre depuis ses origines d'un problème de dette abyssale et fait les frais de la conjoncture morose de ces dernières années, ce qui a entraîné une désaffection des visiteurs. Pour sortir de cette impasse, le plan de l'entreprise devrait se traduire par une probable offre publique d'achat, OPA, laquelle est une offre d'acquisition payable au comptant à un prix donné du capital d'une entreprise cible. La recapitalisation d'Euro Disney vise essentiellement à renforcer sa solidité financière et à permettre au groupe de continuer à investir dans le parc afin d'améliorer l'expérience visiteur. Rappelons que Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe, mais la dégradation de l'environnement économique et le poids de la dette du groupe ont fortement impacté ses recettes et sa liquidité. Cette récapitalisation prévoit donc un apport en espèces d'environ 420 millions d'euros, réalisé ou garanti par Disney par le biais d'une augmentation de capital d'Euro Disney, SCA, et de sa principale filiale opérationnelle. Nous abordons à présent le registre sportif de cette édition. La Confédération africaine de football a officialisé la liste des 7 pays candidats à l'organisation de la Coupe d'Afrique 2017 lundi dernier. Les 7 pays postulants retenus pour l'organisation de cette compétition sont l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Soudan, le Zimbabwe et le Gabon, lequel a accueilli la compétition en 2012. Michel Jueyi s'en fait l'écho. La Confédération africaine de football a officialisé la liste des 7 pays candidats à l'organisation de la Coupe d'Afrique 2017 lundi dernier. Les 7 pays candidats retenus pour l'organisation de cette compétition sont l'Algérie, l'Égypte, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Soudan et le Zimbabwe. Parmi ces postulants, certains pays tels que l'Algérie, l'Égypte, le Gabon et le Soudan ont déjà organisé une CAN. La candidature du Gabon, pays hôte avec la Guinée équatoriale en 2012, est assez inattendue. Ces candidatures arrivent à point nommé à la CAF, car il faut rappeler que la CAN 2017 avait initialement été attribuée à la Libye. Mais cette dernière s'est désistée en raison de la situation politico-militaire pour le moins précaire qui prévaut dans ce pays. Il n'empêche que la CAF entend rester tout de même rigoureuse sur ses critères de sélection. Ainsi a-t-elle précisé que le choix des membres du comité exécutif se portera prioritairement sur un pays hôte bénéficiant de l'essentiel des infrastructures requises, telles que les stades, les terrains d'entraînement, les conditions d'hébergement adéquates. Malheureusement, compte tenu des délais restreints, cette précision a conduit certains pays, notamment l'Éthiopie, le Mali, la Tanzanie et la Zambie, à se désister plus tôt et à ne pas aller au terme du processus de candidature. L'attaquant du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, pourrait être le prochain Ballon d'Or France Football, selon les mots de son entraîneur Carlo Ancelotti. Il a déclaré au cours d'une conférence de presse où il a lancé ainsi les hostilités à 3 mois de l'attribution de ce trophée. Mamadou Niang au commentaire. Selon Carlo Ancelotti qui s'exprimait en conférence de presse, à la fin du match Real Madrid-Atlético Bilbao, comptant pour la 7e journée de la Liga, Cristiano Ronaldo se succédera à lui-même au titre de Ballon d'Or 2014. Vous me demandez si je pense que Ronaldo va remporter le Ballon d'Or. Je crois qu'il n'y a aucun doute cette année. Il le remportera à nouveau cette année. Le coach des vainqueurs de la Champions League 2014 a ensuite salué la réussite collective de son trio offensif, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, ainsi que le travail remarquable de ses milieux offensifs. Je pense que les joueurs offensifs ont été magnifiques. Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé, Karim Benzema a scoré 2 fois et Gareth Bale a donné des passes décisives. Notre trio offensif était vraiment uni aujourd'hui. Les 3 se sont offerts beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, tout a vraiment marché et le résultat en est le reflet. Candidat à sa propre succession, Cristiano Ronaldo totalise déjà 13 réalisations après 7 journées de championnat. L'élection du Ballon d'Or 2014 est fixée au 12 janvier 2015. Aux États-Unis et en natation, le champion olympique mythique de natation 2012, Michael Phelps, défraie la chronique. Le nageur américain a été pris en flagrant délit de conduite en état d'ébriété. Il a donc été suspendu par sa fédération pour les 6 prochains mois, avec pour conséquence son absence au prochain championnat du monde. Willy Tolangoy de Bambera.
L'homme le plus titré de l'histoire olympique, Michael Phelps, a été suspendu lundi à une peine de 6 mois par la Fédération américaine de natation. Arrêté pour conduite en état d'ivresse la semaine dernière, le nageur aux 18 médailles ne participera pas aux mondiaux de 2015. Phelps, qui était absent durant 2 ans, est revenu à la compétition cette année. Il a été interpellé par la police du Maryland alors qu'il roulait à bord d'un Land Rover à 135 km/h sur une zone de l'autoroute où la vitesse autorisée est de 75 km/h. Interrogé, il a reconnu avec toute la simplicité qui ne sied qu'aux hommes de cette dimension. Selon Chuck Wielgus, le président de la Fédération américaine de natation, Phelps est conscient de la conséquence de ses actes et de sa responsabilité compte tenu de son statut dans le monde du sport. La sentence est donc lourde de conséquences, d'autant plus qu'il ne pourra prendre part à aucune compétition nationale jusqu'au 6 mars 2015. Le nageur s'est aussi mis d'accord avec la fédération pour ne pas représenter les États-Unis lors des mondiaux de Kazan en Russie qui auront lieu du 2 au 9 août 2015. A signaler que cette compétition devait marquer son grand retour sur la scène internationale depuis ses adieux aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. La 10e édition de la Tropicale Amissa Bongo aura lieu du 16 au 22 février 2015 au Gabon. Elle sera placée au cœur de la saison cycliste professionnelle africaine et internationale. Après l'annulation du Tour du Faso 2014 pour cause d'Ebola, la Tropicale pourrait accueillir beaucoup plus de participants africains qui auront à cœur de meubler leur saison. Une fois de plus, Michel Joeyi avec les détails. La 10e édition de la Tropicale Amissa Bongo aura lieu du 16 au 22 février 2015 au Gabon. C'est une nouvelle date dans l'histoire de l'épreuve qui sera ainsi placée plus au cœur de la saison cycliste professionnelle africaine et internationale. Cette édition de la Tropicale sera une grande fête du cyclisme, non seulement pour le continent, mais également pour le circuit mondial, car depuis 10 ans, la Tropicale est une référence pour tous les observateurs. En tout, ce sont près de 350 coureurs qui ont déjà participé à l'épreuve gabonaise entre 2006 et 2014, avec au total près de 45 nationalités différentes. La 10e édition de cette compétition sera une cuvée spéciale qui se déroulera exclusivement sur le territoire gabonais, avec plein d'innovations telles que la création d'un nouveau logo qui ouvrira les portes d'une nouvelle décennie, mais aussi d'une nouvelle aventure. Entamée en 2006, la Tropicale Amissa Bongo connaîtra un épisode important en février 2015 avec le cap symbolique de 10 ans qui inscrit l'épreuve dans l'histoire du cyclisme africain et mondial. Toujours en termes d'innovation, cette fois 2 étapes sont au programme. L'une dans la capitale économique du pays, consacrée au contre-la-montre par équipe qui fera sûrement date. Mais bien avant, le départ de la 10e édition de cette épreuve est prévu à Bongoville, dans le Haut-Ogooué, où la course s'installera pour les 3 premières étapes, avec une arrivée inédite à Koulamoutou. Les coureurs se rendront par la suite dans les provinces du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué maritime avant de se retrouver à Port-Gentil comme lors de l'édition précédente de 2014. Enfin, la Tropicale Amissa Bongo s'achèvera comme à l'accoutumée dans les rues de la capitale gabonaise, endroit propice où le 10e anniversaire sera célébré avec éclat. Il faut par ailleurs préciser que cette compétition est inscrite au championnat du monde, d'autant qu'elle a tendance aujourd'hui à tenir la dragée haute au plus grand. Mesdames et messieurs, dans le cadre de notre rubrique 7 ans plus, qui participe à notre volonté de mieux informer les téléspectateurs, nous avons comme invité ce soir Carnot Atomobégué, notre rédacteur en chef, qui est en train de devenir un grand spécialiste de l'épidémie Ebola, bien qu'il s'en défende. Il consacre d'ailleurs ce soir une émission spéciale de 1h15 sous nos antennes à partir de 20h50. Je vous propose donc de recevoir notre rédacteur en chef. Avant donc la séquence de questions, visionnez plutôt cet élément. Alors, Carlo Atomobégué, bonsoir. Bonsoir. Le virus Ebola n'a fini par défrayer la chronique depuis de nombreuses semaines dans le monde entier. Ce soir, vous y consacrez une orchestre d'une édition spéciale sur nos antennes à partir de 20h15. Alors, quelles sont les grandes articulations de cette émission spéciale? Alors, Michel, merci. Avant de parler des grandes articulations de
de l'émission de 20h50 où j'ai reçu une bonne brochette d'invités, je vous propose de regarder ce document de 2 à 3 minutes que j'ai concocté. Nous revenons un tout petit peu sur le fait que les autorités africaines, notamment l'Union africaine, aient pris ce problème à bras-le-corps un peu trop tardivement. Vous l'avez entendu dans ce journal, Dlamini Zuma, qui est président de la Commission de l'Union africaine, a demandé à ce que les frontières entre les pays touchés soient rabaissées pour mieux juguler le problème. Je vous propose ce document et on revient sur ce plateau. Plus de 3000 morts depuis le début de l'année, c'est le triste bilan des victimes du virus Ebola en Afrique. Les États-Unis et l'Union européenne se mobilisent contre l'épidémie. Mais que fait l'Union africaine? Pourquoi la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, a-t-elle attendu 8 mois avant de faire une première réunion sur ce fléau à Addis Abeba, siège de l'Union africaine? Lundi, la Sud-Africaine est allée à Paris à l'initiative de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, à l'occasion du 14e Forum économique international sur l'Afrique. Au cours de cette grand-messe économique, il est apparu absolument indispensable d'intégrer une question majeure de la santé publique, la question de l'épidémie d'Ebola, qui sévit depuis 10 mois environ dans la partie occidentale du continent. Nkosazana Dlamini Zuma est revenu pour la battre en brèche sur la mesure de restriction de la mobilité interfrontalière entre pays voisins. Selon la présidente de la Commission de l'Union africaine, cette mesure ne constitue pas une solution efficace pour lutter contre l'épidémie qui avance à grands pas. Tout au contraire, les gens trouveront des moyens frauduleux pour entrer d'entre les mailles du filet. Et dans ce cas, leur donner le traitement dont ils auraient besoin serait quasiment impossible. La levée des frontières, dès lors, apparaît comme un maillon fort dans la lutte, selon Dlamini Zuma, à condition que l'on puisse se déclarer ou être détecté à temps. Depuis 10 mois, les pays touchés s'affairent pour éteindre un phénomène létal grandissant sans véritablement en arriver à bout. C'est pourquoi les pays non encore contaminés prennent des mesures drastiques, parmi lesquelles la fermeture des frontières. L'une des raisons qui contribue à effriter la quiétude des populations, c'est la légèreté de certaines autorités dans la prise de décision. En Sierra Leone, par exemple, un conteneur rempli de matériel médical destiné au personnel de santé qui lutte contre Ebola est resté bloqué pendant 2 mois sur le dock du port de Freetown, car le gouvernement sierra-léonais ne se serait pas acquitté des frais de transport à la compagnie maritime. Pour botter en touche, les autorités gouvernementales évoquent des questions de procédure. Or, selon des sources concordantes, ce genre de retard arrive fréquemment et laisse transparaître une corruption endémique. Ce qui est vrai pour la Sierra Leone peut l'être aussi pour la Guinée et pour le Libéria. Pendant ce temps, depuis plus de 2 mois, la RDC se bat elle aussi contre une épidémie d'Ebola bien distincte de celle qui sévit en Afrique de l'Ouest. Petite lueur d'espoir, des sociétés de recherche pharmaceutique annoncent que des milliers de vaccins expérimentaux contre le virus Ebola devraient être disponibles d'ici à 2015, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une embellie sur fond d'obscurité alors que le cap des 3000 morts est dépassé. L'OMS a récemment décrété l'état d'urgence mondial et de menace pour la paix. Avec la déclaration de la présence de cas d'Ebola aux États-Unis, en France et très récemment en Espagne, on peut dire que la vigilance doit être de mise contre ce monstre silencieux qui avance masqué et qui frappe sans sourciller ni cligner des yeux. Carnot, à Tobobengue, nous avons vu votre brillant reportage par rapport à Ebola, et bien que vous en défendez, vous passez aujourd'hui pour l'un des meilleurs spécialistes de cette épidémie. Alors, ce qui défraie aujourd'hui la chronique et qui fait polémique, c'est la déclaration de Mme Dlamini Zuma, qui a pris position de façon claire en déclarant qu'elle serait contre la fermeture des frontières entre les États africains. Et manifestement, sans sourciller, vous la suivez par rapport à cette inclination. Oui, effectivement, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne décision que Mme Zuma prend et une bonne proposition qu'elle fait aux États africains qui ont levé leurs frontières pour essayer d'endiguer ce phénomène à l'intérieur des pays qui sont contaminés. C'est une bonne chose, mais c'est une décision qui vient assez tardivement parce que, entre-temps, on confine les populations, mais on sait très bien que les frontières
africaines sont extrêmement poreuses. Et lorsque quelqu'un traverse frauduleusement une frontière, cette personne ne se déclare pas et cette personne propage naturellement le virus à travers les populations qu'elle côtoie. Donc effectivement, il vaut mieux ne pas fermer les frontières parce que quand les frontières ne sont pas fermées, les populations circulent avec le contrôle des agents aux frontières qui peuvent effectivement détecter qui est malade ou qui ne l'est pas. Or, si les frontières sont fermées, quelqu'un peut passer par les parties poreuses des frontières. S'il est malade, naturellement, il va transporter le virus vers des zones plus saines et propager aisément le virus. C'est à ce titre-là que je pense que la position de la présidente de la Commission de l'Union africaine est légitime et recevable. Mais de l'autre côté, je pense que c'est une décision qui vient un peu tardivement parce que la crise à laquelle on essaye de faire face a commencé depuis plusieurs mois et on n'avait pas entendu l'Union africaine là-dessus. Elle explique effectivement qu'il y a des difficultés dans les pays qui sont touchés, des difficultés liées aux structures sanitaires du fait qu'ils sortent, pour la plupart, je parle de la Sierra Leone, du Libéria par exemple, qui sortent, ce sont des pays qui sortent de conflits armés, ce qui veut dire que les structures sanitaires ne sont pas encore au point pour effectivement endiguer ce phénomène. Et mieux encore, ce sont des foyers qui sont nés en zone urbaine, ce qui ça veut dire que lorsque c'est en zone urbaine, il y a une propagation plus efficace, plus importante, plus fluide. Si ça avait été dans une zone rurale, effectivement, on aurait pu confiner et circonscrire ce problème très rapidement. Alors, je rappelle donc aux téléspectateurs que Carnot Atobomengue, notre rédacteur en chef, consacrera juste après ce journal une édition spéciale de 1h15 au virus Ebola. Mesdames et messieurs, ce journal est donc à présent terminé. Nous vous en rappelons les principaux titres. Le président français, François Hollande, a reçu Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, au menu des discussions, les relations économiques et militaires entre la France et l'Afrique. Jacob Zuma a nommé le nouveau président de la Banque centrale sud-africaine. Lesitia Kanyongo va succéder le 9 novembre prochain à Mme Gilles Marcus, qui avait permis de hisser le rang de niveau des monnaies les plus importantes dans le monde. La Tropicale Amissa Bongo sera à son 10e round en 2015. Les préparatifs ont commencé à Libreville, où le comité d'organisation a rencontré la presse quelques jours seulement après l'annulation du Tour du Faso à cause de l'épidémie Ebola. Mesdames et messieurs, au nom de toute la rédaction, de toute l'équipe technique, je vous remercie d'être aussi nombreux à suivre notre journal du soir. Tout en vous souhaitant de passer une agréable soirée, nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir et à très bientôt.